chaque instant est devenu une opportunité de closer. C'est que chaque moment est devenu une opportunité de faire un choix. Et pour moi, mais que les autres aussi fassent un choix. C'est pas que tout est devenu une négociation ou tout est devenu une transaction. Non, non, non. C'est chaque moment est devenu une expérience où on choisit là où on veut aller. On choisit la vente. Salut, moi c'est Steph. Et toi, t'es sur Radio Jab. Cette semaine au micro, je vous présente quelqu'un qui a fait de la vente son aventure. J'ai nommé Théobald, le fondateur de Cobaye, une start-up qui fait partie du Next 40 et qu'on a rencontré au tout début de son aventure. C'est donc un parcours initiatique, une éclosion, comme il aime le dire, que vous allez entendre dans cet épisode. Pour moi, ce qui distingue Théobald, c'est son engagement entier. C'est la clé de sa réussite pour transformer ses ventes, mais surtout, c'est le secret pour se transformer soi-même. C'est cette aventure qu'on vous propose dans cet épisode. Accrochez-vous bien, ça dépote. Yeah. Yeah, yeah, Pour yeah. l'impro. Un petit slam, un petit slam. Là, je suis pas préparé. Un petit freestyle. Ouais. Un petit freestyle. Parce que en face de moi aujourd'hui au micro, j'ai un des clients les plus iconiques de Jab. Wow, la pression. Qui nous avait quand même fait, en effet, le slam le plus iconique de l'histoire. Je pense que je le remettrai dans l'épisode en hommage à tous les coachs. Ouais, en plus, c'est bientôt Noël. Hein. Et c'est bientôt Noël, peut-être il nous faudrait une V2. Théobald, fondateur de Cobaye, une personne d'ailleurs qu'on a rencontrée au début de son aventure. Aujourd'hui, tu es quand même dans le Next Future 40, je crois on dit. Ouais, Future 40. Future 40. De l'an dernier, du coup, mais c'est pas mal quand même. Hein. C'est quand même, ça score. Donc, il y a eu du chemin de parcouru, il y a eu des apprentissages, et c'est tout ça que j'ai envie qu'on explore aujourd'hui à tes côtés. Salut Théobald. Salut Steph. Alors, il faut quand même commencer par là au début d'un podcast. Dis-nous-en un petit peu plus sur toi. Qui es-tu ? Alors, moi, je suis qui Je suis 1m73. J'ai un IMC de 26. Du coup, je vous laisse trouver le poids. Il y a une formule. Non. Clairement ingénieur, du coup. Voilà, exactement. L'idée, c'était de trouver qui je suis. Je suis ingénieur de formation. J'avais jamais appris à vendre. J'étais très bon anglais, calculer, faire des intégrales. Après, développer une intelligence artificielle. Mais à un moment, il fallait aller la vendre. Et j'ai adoré. J'ai adoré ce parcours pour changer, pour apprendre. Et c'est là que c'est intéressant. C'est que je suis ingénieur de formation. Mais ce que j'aime faire vivre aujourd'hui aux gens, c'est des expériences. Et ça se décline dans plein de choses. Ça se décline par Cobaye, justement, ce qu'on propose à nos clients. Mais ça se décline aussi dans la vie de tous les jours. J'adore cuisiner, j'adore faire... d'organiser des grosses soirées. J'ai organisé un festoche il y a un mois et demi. Excellent. Voilà, c'est plein de facettes de moi que j'ai réussi à venir, on va dire, conforter autour d'un sujet, l'expérience, faire vivre une expérience. Et je pense que c'est pour ça aujourd'hui que la vente, ça me plaît, parce que c'est faire vivre une expérience à quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément, qu'on va réussir à convaincre, convertir, vous de voir. J'adore ce premier prisme. Il y a déjà beaucoup de choses que tu as évoquées sur lesquelles on va revenir dans cet épisode. Bien sûr, ton aventure et ton appropriation de la vente. Je pense que c'est ça qui a fait de toi aussi quelqu'un de... on va dire successful sur ce côté-là. Tu t'es vraiment approprié cette discipline avec Jab. Ton côté aussi multi-casquette, je sais pas si j'aime bien cette expression, mais t'es un entrepreneur qui est fascinant à cet égard tu cultives beaucoup d'aspects de ta personnalité. Souvent aujourd'hui, les discours qu'on entend, ça va être full entrepreneuriat, c'est un peu ça toute ma life, I'm so dedicated to mon entreprise. Et toi, t'es quelqu'un qui est très intentionnel sur d'autres aspects de ta vie. Donc j'ai envie qu'on discute aussi un peu de ça. Ouais, ça fait partie de mon équilibre, c'est clair. Ouais. Et ça, on va vraiment revenir dessus. Peut-être d'abord, pour recontextualiser un peu nos auditeurs, Cobaye, quel problème tu résous chez tes clients et puis comment tu les résous ? Quelle valeur tu leur apportes ? Nous, ce qu'on a développé, c'est une intelligence artificielle qui va permettre de déclencher, d'automatiser des actions à chaque fois qu'un client vous contacte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur votre service client, sur les réseaux sociaux, sur les stores, Apple Store, Google Play, vous avez des clients qui sont soit satisfaits ou pas forcément, ou même souvent, ils sont pas forcément contents, et ils viennent vous contacter parce qu'ils ont des recommandations, ils ont surtout des grandes réclamations. Et ça coûte souvent, cher. Ouais. Tu contactes rarement le service client pour dire, mec, c'est de la bombe ce que tu fais. Alors, en France, il y a quand même des startups incroyables où les services clients sont contactés pour dire merci. Ok. Ouais, bien sûr, partout ailleurs qu'en France, je ne vais pas être chauvin, mais en tout cas, ça existe. C'est une minorité, c'est clair. Et traiter des retours clients,
Bah, ça coûte cher, hein. Ça coûte cher si on veut avoir un niveau de qualité et des niveaux de respect de délai qui sont, au top parce qu'aujourd'hui le service client, c'est un différenciateur, dans ce monde très concurrentiel dans lequel on vit et aujourd'hui, si on arrive à aider les entreprises à automatiser des actions à chaque fois qu'un client vous contacte et à savoir est-ce que c'est une intelligence artificielle qui va vous répondre ou est-ce que c'est un humain? Si on arrive à faire le bon choix, derrière, on propose une expérience qui est sur mesure, personnalisée et qui derrière fait la différence. Et donc aujourd'hui, nos clients, on travaille sur leurs métriques métier du quotidien, on travaille sur leur temps de réponse, on travaille sur la satisfaction client, on travaille sur le churn, on travaille sur les taux de contact des services clients. Alors, le churn, on veut le diminuer, la satisfaction, on veut l'augmenter, mais dans tous les cas, à la fin, ça se calcule en euros économisés ou en euros gagnés. Et directement, aujourd'hui, on dit que si on met un cerveau cobaye dans les processus, on automatise plein d'actions et on calcule un ROI. Et en quelques semaines, ben, ça fait la différence. Quand on réduit de 80% les temps de traitement du service client, vous imaginez comment c'est beaucoup plus simple pour le client et les clients de ses clients. Ce que j'aime dans ce que tu décris par rapport à ce que tu nous disais en intro, c'est ce sens de comment j'augmente l'expérience. Je suis assez curieuse, cette obsession, on va dire, cet attrait pour l'expérience, tu l'as depuis toujours? Est-ce que tu as toujours été intéressée par ça? Parce que c'est pas forcément le truc qu'on associe avec être ingénieur, quoi. Alors, au début, moi, je voulais pas être ingénieur, je voulais être boulanger. Mais non. Raconte pourquoi. Parce que j'adore le pain. Tous les pains? Baguette, tradi, J'ai des le vin. préférences quand même. Mais en fait, ce qui me fascine par la boulangerie, c'est peut-être quelque chose assez chimique, c'est qu'avec quelques ingrédients à peu près tous les mêmes, on peut faire 15 000 pains différents. Ouais, c'est intéressant, Et c'est donc, vrai. on arrive à venir d'une manière très créative à se différencier du boulangerie de l'autre bout de la rue. Alors, si on arrive à avoir cette partie, je sais ce dont la population a besoin et que j'arrive à le faire, parce qu'il faut quand même faire du bon pain, hein. Faut pas faire qu'un pain joli ou un pain bizarre, qui plaît. Non, non, si on arrive à mélanger les deux, la qualité et finalement la satisfaction client, bah, on peut faire d'un produit simple qui est le pain, qui est dans tous les foyers de France au petit-déj, le midi et le soir, on peut faire un produit qui parle. Et boulanger, c'était trop bien. J'ai fait des stages en boulangerie. Ah ouais, donc t'as quand même éprouvé le truc. Ouais, je me Mais suis qu'est-ce dit, qui voilà. s'est passé? Je me suis dit que c'était intéressant de monter une boulangerie et j'ai testé les horaires. C'était un peu Ouais. compliqué. J'adore dormir, moi. Il fallait se lever tôt. Et je me suis dit que je pourrais peut-être faire autre chose pour faire une expérience. J'avais pas besoin de faire du pain. Il y a des gens déjà qui le faisaient beaucoup. Il y a eu une grosse concurrence. Je me suis dit que je ferais autre chose. Et puis, je suis allé découvrir. J'adore la physique, les maths et je suis allé voir aussi là-bas ce qu'il y avait. Et on peut aussi faire vivre des bonnes expériences avec les maths. Faudrait que tu en parles avec Jory, qui est quand même un pro des maths fondamentales. J'ai découvert Bah, cette discipline que- assez récemment. Quand j'étais petit, je voulais écrire un livre pour les gens qui aiment pas les maths, pour que à la fin du livre, ils se disent ah mais oui, mais Michel c'est la soustraction, Jean-Eudes c'est l'addition, Michel et Jean-Eudes bah en fait ils sont copains comme cochons. Il y en a un ils sont un à l'envers et l'autre à l'endroit et en fait la soustraction et l'addition bah voilà c'est les mêmes relations qu'il y a entre les deux qu'entre Michel et Jean-Eudes. Et je voulais comme ça carrément créer un- une expérience de si j'arrive à comprendre une histoire de personnes, de groupes, d'évolution, mais comme dans tous les romans, et qu'après on arrive à se dire ah mais telle personne c'est tel concept mathématique. En fait, si on comprend fondamentalement les relations entre les gens, bah on arrive à transposer ça sur les maths. Alors je suis pas au bout de l'idée, mais peut-être qu'un jour j'irai jusqu'au bout. Rien ne t'en empêche. Ah non, c'est clair. Relation entre les gens, du coup, est-ce que c'est aussi ça qui t'a orienté vers une boîte dans le service client? Enfin, tu vois, l'addition un peu, il y a des choses à faire sur l'IA. J'ai envie d'améliorer les relations entre les gens. Boum, ça fait cobaye. C'est quoi le... Cobaye, ça veut dire collaborative AI. L'idée, c'est que l'intelligence artificielle et l'humain interagissent ensemble. Interagissent ensemble pour les métiers, donc pour le service client, pour les équipes produits, pour les équipes marketing et sales. Il faut qu'elles reçoivent, grâce à l'intelligence artificielle, la bonne information au bon moment pour bien faire leur travail. Ouais. Mais l'IA, c'est pas une baguette magique. C'est pas un truc qui marche, on va dire, qui va résoudre tous tes problèmes. C'est un outil comme les machines ont été pour l'agriculture ou pour la production de masse. C'est un outil qui permet d'aller plus vite et qui va gagner un confort. Ça remplace pas l'expertise qu'on a. Et donc nous, on s'est dit, si on arrive à outiller les équipes métiers avec un bon outil, eh bien forcément, le résultat, c'est que les clients finaux, eux, ils vivront une bonne expérience parce qu'ils auront un bon produit, parce qu'ils auront un bon service client. Donc, l'interaction avec les gens, moi, ça m'a toujours plu, on va dire, en tant que consommateur final et en tant qu'ami, en tant que frère, sœur et tout, c'est hyper important.
Mais moi, c'était surtout et là, c'est peut-être mon côté ingénieur, ce challenge technique de dire comment est-ce qu'on rend accessible quelque chose de compliqué à des gens dont c'est pas du tout leur métier, mais qui veulent faire vivre une bonne expérience. Ouais. Maintenant, la manière dont Cobaye partage ses valeurs, que ce soit de vente, que ce soit de service client, notre propre service client, là, oui, on a notre human touch. C'est très important pour nous d'accompagner. On n'est pas d'ailleurs, on n'est pas des fournisseurs, on est des partenaires. Et ça, c'est complètement différent. C'est pas du tout la même signification. Ça veut dire que quand les clients, enfin, nos interlocuteurs changent de boîte, ils changent de boîte, mais ils changent pas Cobaye. Intéressant. Tu as parlé d'expérience de vente. Donc, on va parler un petit peu de vente, Ah là forcément. là, Voilà. qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui? La vente, c'était quoi pour toi avant de rencontrer Jab? La vente, c'était un moment inconfortable pour gagner des sous. Ouais. Pour me payer un salaire. Ça, c'était avant. C'était un pas vers l'inconnu pour se dire ok, j'ai un produit, il faut qu'il soit utilisé, il faut qu'il s'améliore, donc il faut que j'ai des retours, et puis il faut que je sois payé pour ça. Donc il faut que j'aille convaincre des gens de me donner des sous. C'était ça pour moi la vente. Ouais. Donc c'était purement une transaction. C'est plus tout le cas. Super. Tu peux nous mettre un petit jingle applause? Merci, Ça fait un peu longtemps que... Merci public, merci. De rien. De rien, bravo. Pour arriver du coup à ce nouveau paradigme, tu as vécu beaucoup de choses. La première, c'est peut-être ta rencontre avec Ange. Ah ouais, vous voyez pas mon sourire là. Ah Ange, merci Ange, tu m'écoutes? Raconte. Ange, il m'a donné envie d'apprendre à vendre. C'est même pas il m'a convaincu d'aller chez Jab. Il m'a donné envie d'apprendre à vendre. Parce que lorsqu'il m'a vendu Jab, c'est pas une vente comme les autres. À travers cette vente, on montre ce qu'on va essayer de t'apprendre. Ouais. Et moi, j'ai été bluffé. Je me suis dit, c'était pas forcément confortable. J'ai eu un cold calling. Enfin, tout du long, c'était un moment que je ne connaissais pas. Et donc, quand c'est nouveau, souvent, on a l'habitude de dire qu'on n'aime pas. Moi, c'était pas que j'aimais pas, parce que j'adore la nouveauté, c'est juste que je connaissais pas. Et c'était inconfortable. Mais je voyais l'action et l'effet plutôt de son action, de cette action du processus de vente. Et je me suis dit, oh, si j'arrive à faire ça, j'ai gagné. Donc j'ai été convaincu par le process plus que par la personne. Et il s'avère qu'en fait, c'est parfois lié quand même. Ça veut dire quoi, c'est parfois lié? Ça veut dire que et c'est ce que j'ai appris plus tard, c'est que pour pouvoir bien vendre, il faut être convaincu. C'est avant tout un muscle qu'on vient muscler. Enfin, justement, cette conviction, on la muscle. Et du coup, elle est de manière intrinsèque en nous. Donc, il n'y a pas de bons ou de mauvais vendeurs. C'est juste des gens qui sont plus convaincus que les autres dans ce qu'ils vont t'apporter. Alors, certes, il y a des aspects très... il y a des tips techniques, des faux pas dans lesquels on ne veut pas rentrer. Mais cette notion de conviction, c'est au centre, quoi. Et Ange était convaincu qu'il pouvait m'aider et il avait raison. Et je l'ai compris. Et il a rien lâché. Et je le remercie aujourd'hui de rien avoir lâché parce que il m'a dit très récemment que ça n'avait pas été facile. Et effectivement, il m'a toujours dit, et ça je le retiendrai toujours, on vend comme on achète. Théobald, comment tu vas m'acheter? Comment t'as envie de vendre demain? Ah, ça m'a convaincu direct. Il t'a bien closé. Ah, de ouf. Merci pour ça. Je pense que c'est un retour assez précieux et c'est vrai. On en a conscience quand tu fais une vente Jab à quelqu'un qui ne connaît pas cette expérience-là. C'est une expérience qui est un petit peu déstabilisante et qui donne envie en même temps. Un peu Ouais, cette tension. C'est génial ce qu'il fait. Il se vit un truc, il se passe un truc là. Je vis quelque chose. J'aimerais apprendre à le faire vivre aux autres. Et le terme que tu as utilisé tout à l'heure en préparant un petit peu l'épisode tous les deux, c'est celui d'éclosion. Ah ouais. Et alors là, moi, j'ai très envie que tu élabores là-dessus. Ça veut dire quoi pour toi? Comment tu as pu éclore? Alors, imaginez Théobald, une petite chenille, je ne dirais pas un ver, une petite chenille, tranquillement sur sa ligne de développement produit, à regarder sortir de sa pomme et de se dire waouh, maintenant il faut que j'aille convaincre le monde que ce produit, la pomme dans laquelle je suis, c'est la meilleure.
Bah, j'étais un peu limité, j'allais pas très vite, hein. Mais surtout que je savais pas comment faire. Et donc, on a commencé par les bases. On a commencé par déjà comprendre c'est quoi un processus de vente. Et donc là, ça s'est passé de la prise de rendez-vous à challenger un prospect, à derrière savoir si oui ou non il est prêt à l'acheter. Et à la fin, bah, on le close, on le termine. Voilà. Alors, fameux process JAP que je vous recommande d'aller voir si vous ne le connaissez pas déjà. Ça, c'est la théorie. La théorie, pour un ingénieur, c'est simple. C'est des cases, on coche les cases. Ouais. Mais pour le vivre et arriver vraiment à le déployer en live, ça demande de la pratique. Ouais. Et la pratique, ben, c'est comme à l'entraînement. Il faut essayer, il faut se prendre des baffes. Déjà, sur la première partie du process, savoir prendre des rendez-vous, eh bien, il y a un moment où, au début, on est fébrile devant son téléphone, à attendre la claque, à décrocher pas tellement son téléphone, ou on appelle ceux qu'on sait qui répondront pas. Comme ça, on les a appelés, mais ils répondent pas. Mais nous, ce qu'on veut, c'est décrocher un rendez-vous pour pouvoir après voir la personne, pour la convaincre, pour la qualifier et pour la closer. Donc déjà, si on se met des bâtons dans les roues. Et donc l'éclosion, c'est le moment où tu comprends que t'es pas en train de vendre. En tout cas, c'est la première éclosion. T'es pas en train de vendre un produit. T'es en train d'aider la personne. Et c'est ça, pour moi, l'expérience. C'est de se dire, c'est pas que je vais te vendre quelque chose, c'est que je vais t'apporter de la valeur. Et d'ailleurs, on pourra en reparler, mais apporter de la valeur à quelqu'un, du coup, c'est plus facile de valoriser son prix derrière. Parce qu'on lui apporte de la valeur. Mais c'est de se dire, voilà, je suis plus dans une posture où je dois vendre un produit comme un vendeur de tapis, comme on peut souvent dire, ouais, un vendeur, c'est quelqu'un qui vendrait n'importe quoi. Non, non. Je me suis mis dans le mindset que c'est pas que j'appelais pour vendre, j'appelais pour aider. Et j'ai plein de manières d'aider. Et donc la première éclosion, ça a été de construire ce discours d'expert. C'est que je savais que peu importe à qui j'allais parler, que ce soit dans un rendez-vous ou par téléphone en décrochant à n'importe qui, j'allais avoir une stature d'expert, je savais de quoi je parlais, je savais que je pouvais rebondir pour aider la personne. Et ça, c'est beaucoup plus simple parce qu'effectivement, quand on fait un problème de casting et qu'on finalement pas leur vendre quelque chose, c'est pas grave, on leur vend pas. Mais on arrive quand même à créer un lien. Et en fait, on se rend compte que 6 mois, un an après, ils ont quand même le besoin, parce que le produit qu'on vend, bah, il intéresse le marché. Donc, il y a toujours un moment où les gens vont en avoir besoin. Ouais. Mais c'est vraiment ça. C'est de se dire, je crée un lien. Et ce lien, ben, j'y arrive finalement parce que j'ai une posture d'expert. Donc, la première éclosion, ça a été de cette chenille, passer finalement au papillon capable d'aller d'un sujet à un autre très rapidement, de rebondir sur les objections, sur plutôt les craintes. Et d'ailleurs, les objections, c'est génial. Hein. Parce que Waouh, répète ça plus fort. Les objections, c'est génial. Pas d'objection, c'est qu'il y a un problème. À partir du moment où il y a plein d'objections, comme le disait Sarah, les prospects ont une banque de noms, ont une banque d'objections. Quand ils en ont plus, bah, rien ne les empêche rien ne les empêche de pouvoir acheter. Donc ils achètent. Donc, allez chercher les objections. Mais du coup, lorsqu'on est expert, bah, on sait répondre aux objections. Donc, c'est plus un problème. C'est plutôt de se dire, chaque objection répondue est un pas vers l'avant. Donc ça, c'était la première équation, finalement, avoir cette posture d'expert. Et c'est normal, ça s'est fait avec le temps parce que j'ai enchaîné les rendez-vous, les cold calling, j'ai fait plein d'erreurs. Mais à chaque fois que je faisais des erreurs, je rejouais le game. En me disant, qu'est-ce qui s'est mal passé? Il y avait un débrief au début avec Ange, après avec mes équipiers, mes collaborateurs. On refaisait tout à chaque fois. Qu'est-ce qui s'est mal passé ou qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qu'on veut réitérer? Pourquoi là ça a marché? Et du coup, c'est une démarche quand même assez très, très rationalisée. Hein. C'est pas genre, je vends pas comme ça. C'est le fruit de process qui ont été mis en place, de beaucoup de travail, de beaucoup d'énergie. Et c'est d'ailleurs là-dedans que c'est pas une question de culpabilisation ou de déculpabilisation, mais c'est de se dire plutôt, un vendeur, comme il a besoin d'être convaincu, il a besoin d'énergie. Si aujourd'hui t'as pas d'énergie, ça sert à rien. Construis ton énergie et demain tu seras meilleur. Et du coup, j'avais des objectifs définis, certes, mais mon objectif principal, c'était pas le nombre de clients, c'était de maximiser mon niveau d'énergie parce qu'en fait, c'était corrélé. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que de cette posture d'expert, on arrive à une deuxième posture qui est de du manager. On manage son propre temps, on manage son propre énergie, et du coup, finalement, on manage ses ventes. Et on est là au bon moment. Et évidemment, les clients, ils attendent pas, donc faut être au max d'énergie. Faut être là au bon moment, tout le temps. Voilà, c'est ça. Mais non, mais c'est bon. Donc la conclusion. C'est qu'il faut faire vachement gaffe, et ça veut dire autre chose. Ça veut dire une hygiène de vie. Heureusement, les clients, le week-end, ils sont en week-end.
Donc profites-en pour te reposer, bosse pas le week-end, ça sert à rien. Fais pas tes listes le week-end, dors le week-end. Moi, j'ai besoin de dormir, donc c'est ce que je me disais et ça a marché. Donc, au fur et à mesure, il y avait cette éclosion dans Cobaye, jusqu'au jour Ouh. où tout à coup, Théobald se réveille avec l'ADN Sales bien ancré. Et ça s'est vu pas que sur le professionnel, mais aussi sur le personnel. Et oui, ça m'intéresse. Et c'est drôle que tu utilises ce mot d'ADN parce que c'est l'instant jab que j'associe avec toi. C'est un celebrate, donc les mardis soirs, on Exact. fait les celebrates. Et tu as parlé de aujourd'hui, j'ai senti mon ADN se transformer. Et je me suis dit, mais c'est génial. Personne n'avait verbalisé ça avant comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça veut dire que est devenu une opportunité de faire un choix. Et pour moi, mais que les autres aussi fassent un choix. Et dans mes interactions sociales, que ce soit professionnelles ou personnelles, eh bien, le fait de se dire en face de moi, j'ai un individu, je suis un individu, j'ai des intérêts, la personne a des intérêts, j'ai un objectif court, moyen, long terme. C'est pas que tout est devenu une négociation ou tout est devenu une transaction. Non, non, non. C'est chaque moment est devenu une expérience où on choisit là où on veut aller. On choisit la vente. Et du coup, ça veut aussi dire que bah, c'est comme dans une vente finalement où tu sais jusqu'où tu es prêt à aller d'un point de vue prix ou d'un point de vue service, c'est un échange. Et bien pareil, dans les échanges, c'est devenu beaucoup plus sain. Dans le sens où un non, c'est pas un non. Enfin, alors, ouais, si, un non, c'est un non quand même, mais. Il y a un moment, les histoires que tu te racontes ont une limite. Non, 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 mais ce que je veux dire, là, je vais faire polémique, merde. Non, vas-y, j'adore. Ce que je veux dire, c'est que un non qui est explicite, c'est un non, mais c'est aussi une capacité de. Enfin, ça s'explique un non. Et quand on cherche l'explication du non, on avance. Ouais. Et du coup, à partir du moment où te dire, bah voilà, j'ai plein de manières d'arriver à mes objectifs, plein de manières de gérer mes frustrations, parce que plein de manières de se dire d'avancer, on crée une sorte de sérénité. Et de l'ADN, elle est là, de se dire que peu importe ce qui va m'arriver, bah, ça va bien se passer, parce que je sais ce que je veux, je sais où je suis prêt à aller. Et donc, c'est avant tout de se dire, ok, un équilibre, genre un trade-off, de dire, ok, ça, je peux pas l'avoir, bah, c'est pas grave, je vais aller là. Ouais. Et du coup, ça veut dire que parfois, je m'auto-vends des trucs. Ouais. Et ça, ça m'a vraiment permis de me rassurer, de me dire, mais ça va, les choses vont bien se passer. Parce que dans une vente, on maîtrise le process. Enfin, en tout cas, c'est selon moi, une bonne vente, c'est là où on maîtrise le process. Bah, pareil, là, j'ai pris vraiment en main le process. Et je le sens, je suis beaucoup plus serein. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis que j'ai envie d'aller creuser. Il y a cette idée dont tu parlais tout à l'heure de la conviction de la première vente, c'est la vente à soi. Ouais. Ça t'a demandé juste travail de faire ça ou ça t'est venu plutôt naturellement? Comment tu t'es fait cette vente à toi-même? Et pas la vente de nécessairement mon produit est le meilleur, etc. Mais ce truc de je suis serein, je suis expert, j'ai confiance en l'avenir. C'est aussi quelque chose dont on parle beaucoup, nous, la confiance commerciale. Comment ça s'est passé pour toi? Je dirais une bonne dose d'humilité. Ah! Ouais. Ça peut paraître paradoxal parce qu'on est censé avoir une figure de sachant devant son prospect pour le convaincre. Et effectivement, quand je sais, je sais. Et quand je sais pas, bah, j'ai aucune honte à dire que je sais pas. Au contraire, je dis bah voilà, ça je sais pas, éclairez-moi. Si vous êtes plus expert que moi, ça m'intéresse parce que c'est-à-dire que demain, quand j'irai voir votre concurrent, je serai meilleur. Je dis pas exactement comme ça, Non, ouais. mais ce que je veux dire, c'est que c'est une dose d'humilité et du coup, j'ai mis mon ego à côté. J'aime trop ce que tu dis dans le sens où ça remet aussi, en parlant du process et de la méthode de vente, quand tu vends de la valeur et que tu deviens expert, en réalité, tu es expert des problèmes de ton client. Et pour faire ça, tu es vraiment en posture d'enquêteur et donc d'humilité dans le sens où tu le décris de curiosité, quoi. De se dire le sujet, c'est d'être curieux, c'est d'essayer de toujours aller comprendre plus Ouais. et pas de faire bonne figure de je suis le gars qui sait tout. Alors, je pense que j'étais prêt aussi à éclore. J'étais une bonne chenille dans le sens où j'aime bien la nouveauté, j'adore découvrir, je suis très curieux, j'adore les interactions avec les uns et les autres. Je suis plutôt extraverti. C'est pas un prérequis à être vendeur, alors pas du tout. Mais disons que pour moi, le changement de mindset, il a été encouragé par l'environnement et puis par ce que j'étais à ce moment-là. Et effectivement, cette notion de quand je dis
de curiosité, de poser des questions au client, de remettre son ego de côté, c'était de te dire, bah, en fait, j'en sais rien moi, le client il sait mieux que moi. Ce que je sais, c'est que j'arrive bien à cadrer les choses, à comprendre et à synthétiser. En fait, je vais l'utiliser comme une force. Les clients, ils ont leurs réponses à leurs problèmes. C'est juste qu'ils ont besoin un peu de maïeutique et ils ont besoin d'être guidés à travers leur raisonnement. Moi, je vais leur apporter la conviction qu'ils vont dans la bonne direction. Au final, ils ont un peu les réponses en eux, quoi. Moi, je leur apporte des solutions, mais d'ailleurs, j'apporte des solutions qu'aussi je réponds à leurs besoins. Si je réponds pas, je Mmh. peux pas leur vendre. Je les envoie à quelqu'un de mon réseau qui peut les aider. Et ça, je le fais très volontiers parce que ça revient après. Mais effectivement, cette notion de je suis curieux, je me pose les bonnes questions, c'est où je pose les bonnes questions au client, c'est de se dire bah ouais, bah là parfois je sais pas et si je sais pas, je demande, c'est pas grave. J'ai le droit de me tromper. Et donc la partie humilité et ego, c'est de se dire bon bah là, j'accepte d'avoir tort. J'accepte qu'il y ait des gens meilleurs. Ça veut pas dire que je le serai pas un jour. Mais si j'accepte, c'est un premier pas déjà pour le devenir. Donc, et c'est là-dessus que je me suis dit, bah voilà, là, inspire-toi des autres, fais ce qui marche, essaye, échoue, réussis après. Échoue plein de fois. Et au fur et à mesure, ça a donné ce discours de vente, ça a donné des closings en 2 fois 30 minutes, ça a donné des choses on ne s'imagine même pas, quoi. Incroyable. J'aimerais qu'on revienne un peu là-dessus d'ailleurs, tes meilleurs closings. Alors là, j'anticipe peut-être un petit peu parce qu'on sent que la chenille commence à devenir chrysalide, C'est ça. et qu'est-ce qui se passe un peu après? Tu as eu quand même tes premiers déclics, on le sent là, tu sens qu'il y a un truc Ouais, qui se transforme dans son ADN. ouais. Le petit bout de chemin qui suit, c'est quoi? Alors, j'avais réussi facilement donc dans le process à récupérer les rendez-vous et à challenger le prospect. Ce qui était un peu plus complexe, c'est la partie closing, Mmh. vraiment à la fin. Donc pouvoir réduire mon temps de cycle de vente, en gros, c'est ça qu'il me Ouais. fallait. Pas perdre un prospect parce que le contexte change. Lorsque le contexte est favorable, il signe, il a pas le choix. Mmh. Tu étais dépendant encore de facteurs exogènes ou si on te disait: «Désolé, le contexte change», tu étais Ah ouais, bloqué? ouais, et je dis: «Bah, ouais, mais ça arrivait en plus la dernière année, avec toute la partie crise financière et autres, ça a été plus compliqué pour les boîtes». Ouais. Donc nous, on l'a ressenti, il y a des projets qui devaient se lancer, ils ont pas été signés à temps, du coup, bah, ça l'a pas fait finalement, on a dû rebondir. Ça arrive, c'est la vie de sales et tout, c'est normal. Mais si je reviens sur mes premiers succès, c'était un exemple de pugnacité, c'était Asphalt pour pas les citer, Je m'en souviens. que j'avais harcelé, jusqu'à ce que je tombe sur la bonne personne. Mais quand je dis harcelé, c'est au moins 5 fois, quoi, en pas longtemps. Et et ils se sont énervés que j'ai harcèle et je leur ai dit: «Mais je suis désolé, je sais pas comment faire autrement. Moi, je pense que je peux vous aider». Et là, ça fait 2 ans qu'on bosse ensemble, donc c'est que j'ai bien fait d'insister. Ils m'en veulent pas au final. Non, je crois qu'ils sont plutôt Ouais, reconnaissants. ouais, surtout Ouais. vu leur produit qui est incroyable et qu'on a bien réussi à aider, à faire évoluer grâce à notre plateforme d'analyse, et justement d'analyse des verbatim clients. Mais c'était un match parfait et surtout c'était une belle vitrine, c'était un grand succès. Et comment tu les as eus alors? Ah, je les ai eus, ça a été, d'abord de la prospection, sur LinkedIn et après ça a été du cold calling et puis, 5 fois machin et après en 2 rendez-vous, je les ai closés. Mais entre le moment où la première sollicitation et le closing, enfin la première sollicitation, nous ont répondu, le premier Mmh. harcèlement, il y a peut-être eu un mois, 2 mois, 3 mois, non je pense 3 mois même. Et après, c'était, à partir du moment où j'avais parlé à la bonne personne, c'était bon quoi, mais c'était le plus dur, c'était de rentrer. Ouais. Mais j'ai rien lâché, je suis trop content parce que je me suis pris des portes et j'aurais pu dire: «Bah écoute tant pis, tu vas pas», mais non. Et ça c'était un petit trophée dans le sens, ça venait, me rassurer sur le fait que, c'est pas parce qu'on te dit non, dans la vente, hein, dans la vente je précise, c'est pas parce qu'on c'est important. C'est pas parce qu'on te dit non dans la vente, que tu dois le prendre personnellement et que c'est pas toi qu'on rejette, quoi. Parfois, on dit non parce que le type, il a pas pris son café et il est pas content parce que, il vient d'avoir une journée de merde, parce qu'il est malade, parce que genre juste il a pas le temps ou parce qu'il a pas de sous pour l'instant, mais il sait pas qu'en fait avec toi il va en gagner. Il y a des 1000 raisons qui ne sont pas liées à soi qui peuvent être un non. Et si tu arrives à passer outre, et si on te laisse la chance de pouvoir avoir une bonne discussion, ben, tu y arrives, quoi. Et c'était vraiment là, de se dire: «C'est bon, ça marche». Mmh. C'est marrant, il y a 2 trucs dans ce que tu dis. Il y a ce premier truc de pour créer un déclic, tu as besoin que ça marche une fois. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu as ce truc, ça marche une fois, tu fais: «Mais c'est possible en fait».
Et c'est là où ton ADN, il commence à se À transmuter. se titiller, ouais, genre, effectivement, je sais pas s'il y a besoin que ça marche une fois. Un ingénieur dirait: il «Faut que ça marche 10 fois, parce que sinon ça peut être un coup de chance». J'en peux plus des ingénieurs. Non, mais en vrai, comme quoi n'importe qui peut vendre, hein. Il suffit d'avoir confiance en soi. Heu, non, c'est plus J'aime bien que tu te dises ça, le truc le plus dur du monde, avoir confiance en soi. non, mais c'est dur, hein, en vrai, c'est Oui, dur, oui, hein, parce c'est que non, parce que tu dis: «Ouais, il suffit d'avoir confiance en soi, c'est bon». non, mais en vrai, quand toute la journée, tu te prends des noms, Et tu oui, 100 personnes et qu'il y en a que 2 qui répondent et sur les 2 ils disent 2 noms et que cette journée, elle est nulle, bah, tu te dis: «Ouais, peut-être que je doute de mes qualités», mais en fait, non, si tu bien entouré, ça va. Mais ça, c'est peut-être un autre sujet, ton entourage, c'est hyper important. ah non, on va en parler. On va en parler, trop bien. Mais du coup, effectivement, ouais, le fait d'y croire une fois, le fait de l'avoir vécu une fois, ça dit: «OK, ça marche». Après, tu peux essayer de réitérer, d'améliorer le process. C'est ma démarche très scientifique de se dire: Mmh. «OK, allez, j'observe, je réitère et ainsi de suite. J'adapte, j'overcome». Heu, Bear Grylls. Mais non, mais du coup, ouais, ça m'a rassuré Ouais, je et je me suis comprends. dit: «OK, je touche peut-être quelque chose». Mais c'est comme quand tu lances, une balle dans un panier de basket. Ouais. Quand elle rentre, tu sais qu'elle va rentrer avant qu'elle rentre dedans. Parce que tu as senti le geste. Mmh. Bah, là, c'était pareil. Je savais à ce moment-là que c'était pas une erreur, c'était pas un Ah, c'était pas un petit coup de chance. non, non, Tu non, te non. dis: «Je touche Là, le truc du doigt». j'ai fait un truc que je faisais pas d'habitude et ça a marché. Est-ce que Mmh. ça va remarcher tout le temps? Je sais pas, mais il s'est passé un truc. J'ai eu un changement et ça m'a rassuré de se dire: «OK, peut-être que c'est pas exactement ça la solution, la manière de faire, mais au moins je sais que j'ai été capable de changer pour arriver à ça» et c'est un peu le rewa la gratification, purement pavlovienne de, on Petit me shot don de on dopamine. voilà, le chat dopamine, ça marche et tout, tac, tac. Tu dis: «Bah, voilà, je» et au fur et à mesure, tu y arrives, tu itères, bon, tu te reprends des bâches. C'est un peu, l'ascenseur émotionnel, mais c'est un ascenseur qui quand même, sa ligne est quand même croissante, donc c'est pas mal. Avant de me parler de l'entourage, veux qu'on revienne là-dessus. Hem, tu as mentionné plusieurs fois le pouvoir du non. Et je trouve que aussi bien en prospection, il y a cette idée en effet du stock de noms qui sont un peu des boucliers, qui sont là plutôt pour dire: «Bah, rassure-moi sur le fait que je vais pas perdre mon temps avec toi, rassure-moi sur le fait que, tu m'appelles pas comme ça dans une liste de 1 500 personnes et tout». Tu as le non aussi, au moment du closing qui est un peu nous on aime bien dire, tu vas chercher un grand oui ou un grand non. Ce non comme créateur de conversation. Je trouve que c'est important et je voulais le souligner, Ouais. dans tout ce que tu as dit. Bah, d'ailleurs, moi aussi, je veux le souligner dans le sens où maintenant, le non, je l'ai utilisé comme outil pour moi. Ah, c'est-à-dire? Ça veut dire qu'à quelqu'un à qui tu dis non, ça veut dire que enfin, à un prospect ou un client, quand tu lui dis non, Mmh. ça veut dire que tous les oui que tu as dit avant, ils ont plus de force. Mmh. En gros, j'accepte de dire: «Ça, non, je ne sais pas faire. Mmh. Par contre, ça, oui et je suis le meilleur». Mmh. Et du coup, c'est un peu comme une photographie, quoi. Le non, c'est le contraste pour mettre en avant les autres. Ouais. Et du coup, bah, au début, on n'osait pas dire non. Depuis que je dis non, je dis: «Bah, c'est pas grave, tu veux pas travailler avec moi, c'est pas grave, tant pis pour toi. Ouais. C'est pas grave, voilà, j'en ai d'autres qui arrivent là, Ouais. je vais en prendre soin. Non, je peux pas faire ce que tu veux, par contre, je fais 90 et en fait, ce dont tu as besoin, c'est juste les 30 premiers pourcents. Ouais. Donc peut-être que non, je peux pas. Par contre, si tu veux, c'est signé, c'est pour vendredi». Voilà et le non, il Ouais. est vraiment, C'est une force. ça met les gens en fait, ils se disent: «Mais attends, il m'a dit non». Mais ça veut dire que les autres, oui, ils sont hyper puissants et d'un point de vue purement psychologique, c'est incroyable et puis pour nous aussi, bah, ça permet de pas vendre n'importe quoi, ça permet d'être serein, on dit non et c'est pas grave si ça le fait pas et parce qu'on a dit trop de fois non, on essaiera que demain le non, il change en oui, quoi. Mais c'est pas on dit oui pour dire oui, quoi. Mmh. C'est vraiment une question de fiabilité et quand je disais on n'est pas des fournisseurs, on est des partenaires, bah, connaître nos limites et de manière très transparente les dire aux clients ou aux prospects, ça les rassure et ça leur dit: «Voilà, OK, du coup, il y a une fiabilité, j'ai confiance» et c'est Mmh. pour ça qu'ils reviennent. Parce qu'on est capable de dire non. Ouais, c'est puissant ce truc du non qui est pas simplement, une fermeture parce qu'a priori, on a tendance à se dire: «Bah, un non, OK, boum, ça ferme les portes, merci, au revoir, Ouais, rideau». ouais. Un non qui soit, valorisant. Je sais pas si tu te souviens dans l'atelier Sales Story où on parle, de, voilà, comment est-ce que tu crées un storytelling, autour de, ton expertise et cetera et ta valeur justement. Il y a, un petit exercice qui sur les différenciateurs. Donc on va dire: «Qu'est-ce qui me différencie, de mes concurrents?» parce que peut-être j'ai la bonne analyse du bon problème, OK, peut-être j'ai trouvé les bons éléments de solution, mais peut-être qu'il y a aussi d'autres personnes sur le marché qui ont trouvé tout ça. Comment je suis différente d'eux? Et moi,
mon texte à trous préféré, mon prompt préféré dans cet exercice, c'est ne travaillez surtout pas avec nous si vous cherchez 3 petits points. Et c'est un peu la Ouais. même chose. Bah, c'est ça. C'est ce côté très clivant. Voilà, nous, on dit chez Jab, ne travaillez pas avec nous si vous cherchez une formation, quoi. Ou juste, voilà, t'es assis, t'as Ouais. validé ton certificat. Ouais. Et en fait, là-dessus, ça te permet, moi, pourquoi je l'aime, pas pour faire genre, waouh, c'est clivant, super, mais parce que ça permet de recréer une couche de conversation derrière. Parce que la personne, elle va dire, ah bon? Et pourquoi? Pourquoi vous faites pas comme ci? Pourquoi je devrais pas attendre ça? Et du coup, c'est un nom qui est très générateur et je trouve que ça va dans ce sens-là, ce que tu dis. Ouais, nous, on dit souvent, c'est si vous aimez pas être challengé, ça marchera pas tous les deux. Mm. Et souvent, ils aiment bien être challengés parce que sinon, ça fait pas ouf pour eux. C'est-à-dire qu'ils veulent pas changer et là, ils sont en pleine transformation et l'IA, tu es obligé de changer. Ouais. Donc, tu veux pas être challenger, bah, c'est pas grave. C'est pas grave si tu veux pas être challengé, même si tu m'achètes, ça marchera pas. Ouais. Si t'es pas prêt à te remettre en question vraiment, quoi. J'ai besoin que tu t'engages, j'ai besoin que tu commites. Si tu vas pas à fond, si tu veux pas être challengé, si tu veux pas prendre notre expertise et celle de tous nos clients, va voir ailleurs. Tu paieras plus cher pour un truc qui marche pas, ou alors tu paieras moins cher pour un truc qui marche pas du tout. Donc, nous, on connaît notre valeur, et notre valeur, elle arrive à travers cette expertise qu'on t'apporte. Et qu'on n'apporte pas d'ailleurs d'un point de vue humain, mais aussi d'un point de vue produit. On a Ouais, tout il y a une vraie construit. expertise technique aussi derrière. Exactement. Ouais. Il est donc l'heure de revenir sur ce point où je t'ai promis qu'on allait revenir, ton entourage, parce que ça m'intéresse. En tant qu'entrepreneur, c'est quoi l'importance de bien s'entourer? On la sait, elle est grande, Ouais. mais pour toi? Bah, déjà, entrepreneur, quelqu'un qui veut créer de la valeur et qui part de zéro ou presque zéro, part d'une idée avec des sous, pas de sous même parfois. Mais souvent, on part pas tout seul. Il y a des solopreneurs, il y a des entrepreneurs qui sont. Moi, j'ai 2 super associés. Ça fait longtemps qu'on se connaît. On a décidé de monter Cobaye et ça fait 4 ans là, et ça marche très bien. On est toujours aussi soudés. Je vous mets un petit applaudissement. Ah, merci. Big up, Guillaume Edouard. C'est un travail du quotidien de rester synchronisé. N'importe quel type de relation. D'ailleurs, dans mon côté très ingénieur, j'ai construit une théorisation sur la synchronicité entre 2 individus A et B, en fonction de leur capacité à recevoir et de leur capacité à donner, pour savoir si la question est-ce que 2 personnes A et B sont compatibles, Vas-y. pour transformer cette question en plutôt qu'est-ce qu'il faut faire pour synchroniser A et B, qui sont 2 choses qui sont différentes et qu'on peut utiliser d'ailleurs pour des interactions entre des associés, dans un couple, dans une famille, dans Je suis des assez amis. intéressée. Je te la ferai si tu veux en dehors du micro. J'ai toute une présentation slide PowerPoint avec une bande son et bref. Oh waouh, t'as vraiment théorisé le truc et expériencisé la chose. Ouais, j'ai expérimenté, j'en ai même écrit un bouquin aussi. Ok. Voilà. Ok, on va aller plus loin. Tu peux, pour nos auditeurs qui n'auront pas ma chance d'avoir ta présentation, en quelques mots, qu'est-ce que ça donne? Savoir si A et B sont synchronisés, c'est au final, ou plutôt de dire A et B sont compatibles. Ouais. C'est pas forcément. Déjà, c'est un travail du quotidien, mais c'est pas quelque chose qui dépend de l'autre. Ça dépend de soi. Ça dépend de sa capacité à connaître ses propres besoins, de sa capacité à les communiquer. Ouais. Et après, évidemment, de l'autre, de les recevoir et de pouvoir donner. Mais de manière très simple, on peut le voir et ça marche. C'est d'autant plus flagrant dans les relations de couple qui sont souvent plus conflictuelles, ou qui peuvent être très conflictuelles avec des enjeux qui sont très forts. De se dire voilà, est-ce que je suis compatible avec l'autre personne, est-ce que je veux m'engager avec telle personne, finalement comme un client avec son sales, hein. Est-ce qu'il peut me donner ce dont j'ai besoin, et c'est tout un travail de se dire est-ce que A et B ont envie d'être ensemble dans la durée. C'est ça de dire synchroniser. Et ça, c'est très important parce que c'est une question de perception. A peut donner beaucoup à B et B perçoit qu'il n'a pas forcément ce dont A lui donne parce qu'il y a des choses, c'est du gâchis et autres. Et donc, pour la faire simple, c'est de se dire, vous prenez des rectangles et vous dites dans quelle mesure les rectangles A et B sont les uns au-dessus des autres. Superposable. Voilà. Ouais. Et cette manière de superposer, c'est un travail du quotidien. C'est très simple et c'est à géométrie variable. Ça s'adapte à n'importe quel type de personne, n'importe quel type de relation. Et la manière de mesurer le taux de recouvrement, c'est cette synchronisation. Et comme on voit, et c'est intéressant, c'est que ça prend en compte effectivement ta connaissance de soi, ta capacité de communiquer et le contexte actuel. Le contexte actuel qui a un impact fort, mais le contexte actuel, ce qui est bien, c'est qu'il change aussi. Et donc, c'est pas parce qu'à un moment donné, tu n'es pas synchronisé avec l'autre personne
que c'est définitif. Ça donne beaucoup d'espoir pour construire les relations dont on veut être acteur et pas les subir. Et ça change tout. Donc, dans son entourage, aujourd'hui, je trouve que. Enfin, j'ai l'impression d'être entouré de belles personnes Mhm. parce que justement, on cultive cette communication, on cultive aussi ces échanges qui sont parfois pas faciles, hein. Ouais. Mais c'est pas grave. C'est pas un. Comme on dit, hein, le nom ou les limites ont aussi leur vertu, puisque ça veut dire qu'on peut aller dans d'autres directions. Ouais. Et aujourd'hui, ouais, cet équilibre, bah d'ailleurs, pro-perso, je le ressens parce que je parlais de mes associés tout à l'heure, c'est super bien de s'entourer quand on monte sa boîte. Ouais. Surtout qu'on n'est pas du tout sur les mêmes fonctions. Donc moi, je m'occupe de la partie commerciale. Et effectivement, c'est l'ascenseur émotionnel. Un jour, je signe un contrat sur 3 ans et le lendemain, il y a un prospect que je fais avec depuis 6 mois qui me dit finalement, on n'a pas de sous. Et puis, je me barre de la boîte et oh là là, tu vois, genre la galère, il faut tout recommencer, quoi. C'est vraiment l'ascenseur émotionnel. Et ils sont là, eux, pour justement lisser ce comportement et faire gagner en énergie. Ouais. Ça, c'est sur la partie très professionnelle. Mais en fait, dans ma passion de faire vivre des expériences aux gens, il y a aussi, je parlais tout à l'heure d'écriture d'un bouquin, il y a l'organisation de soirées. Récemment, avec des copains, on a acheté une maison en Bourgogne qu'on est en train de retaper, la Maison du Bonheur, qui, en fait, c'est pas une maison, c'est une grange. Enfin, c'est une grange, c'est une ferme avec plusieurs granges et plusieurs maisons et un terrain. Et d'ailleurs, c'est là qu'on a organisé un petit festival en septembre. Et, euh, et ce que je veux dire par là, c'est que j'ai un peu compartimenté mes différentes activités. Ouais. Elles ont toutes un point commun, elles sont toutes cohérentes. Les gens se connaissent entre eux. C'est pas genre je mène des vies différentes, hein, pas du tout. C'est juste que j'ai compartimenté le temps. Et du coup, quand je rentre chez moi ou quand je vais en Bourgogne, il y a un sas. Mm. Souvent d'ailleurs, je le fais à vélo, le sas. Et ça me permet de dire voilà, là, je change de mindset, je retourne dans cette autre partie. Et du coup, ça me permet de me protéger individuellement des fails, en gros des gros échecs, parce Ouais. qu'il y en a. Et ça me permet aussi dans le cas des succès, aussi de me donner de l'énergie ailleurs. Et donc, par exemple, pendant 2 ans, en semaine, bah, je travaillais à fond sur Cobaye, et le week-end, samedi et dimanche, 8 heures par jour, j'allais écrire. Alors oui, ça demande de l'énergie, mais c'est une manière, comme certains iraient taper dans un punching ball ou autre, ça permet d'équilibrer en fait les différents vases communicants que sont les émotions, que sont les frustrations, que sont même le besoin de créativité pour se renouveler. Voilà, chercher des idées, des inspirations un peu partout pour après, dans mes processus sales, bah, hop, me dire ah mais voilà, je peux essayer quelque chose de nouveau parce que j'ai vu des choses de nouvelles. Ouais. Et donc c'est ça aujourd'hui. Et donc dans mon entourage, c'est j'ai j'ai un entourage proche. Il y a pas beaucoup de personnes. Je pense que ça se compte sur les doigts de 2 mains. Mais c'est des gens que je vois quasiment tous les jours. Ouais. Et c'est la famille choisie. Il y a aussi de la vraie famille, mais je l'ai choisie après aussi. Ça, c'est important. Et c'est cet équilibre. Donc moi, je sais que je prends de l'énergie en étant avec les autres. Donc, bah, c'est un équilibre de trouver tout ça, quoi. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça marche. J'adore ce sujet de l'énergie. C'est drôle parce que les gens, je pense à ça dans le cadre de Jab, où souvent les retours que les clients nous font, ou les gens disent mais vous êtes tout le temps en high energy et tout, et en fait nous oui, vis-à-vis de vous, on est dans cette posture parce qu'on est des coachs, hein. Si t'as un coach, t'arrives à ta séance de sport et qui te dit oh là, moi aussi j'ai la flemme aujourd'hui, allez bien, whatever, ça marche pas. Mais c'est un sujet auquel on pense beaucoup ici chez Jab. Parce que la réalité, c'est que nous aussi, on se recharge, nous aussi, on fait face à ces... Tu l'as dit tout à l'heure, le métier de la vente, euh, il te laisse très vulnérable à ta dopamine et ton manque de dopamine si t'es pas très intentionnel sur la façon de gérer ta vie. Et on le voit, c'est particulièrement cristallisé sur la fonction commerciale, et c'est aussi la vérité d'un entrepreneur, particulièrement quand dans les associés, c'est toi qui portes le chapeau sales. Ouais. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel on a le mérite d'être beaucoup plus intentionnel. Et c'est drôle, tu vois, au Celebrate hier, on a eu mardi plutôt, on a eu 2-3 Celebrate de, bah voilà, aujourd'hui, j'avais pas envie, il fait nuit, il pleut. Et en fait, je sais que c'est bien de venir chez Jab, je suis venue,
Et ça y est, je suis pumped. Franchement, d'être dans l'énergie des autres entrepreneurs, moins seul. D'être avec les coachs qui sont quand même là pour te mettre un petit coup de pied et tout. Et ben, j'ai pris mes rendez-vous et en fait, je suis trop fière et ça y est, je suis repartie pour la semaine. Ouais, c'est ce que je dis toujours aux gens qui me contactent pour me donner mon avis sur Jab. Mais effectivement, il y a un process Jab, il y a des sessions de drilling parce que c'est important de se mettre face à la simulation pour essayer et faire en fait pour Ouais. apprendre. Mais c'est surtout dans le Jab Space ce niveau d'énergie où tu es avec tes pairs et t'apprends et ça te remplit et c'est une manière simple d'être avec les autres pour atteindre les objectifs sont tous communs. On veut prendre des rendez-vous, hein, on veut aller chercher des clients. Et effectivement, lorsqu'on n'en a pas, et c'est là que c'est un sales intelligent, c'est que lorsqu'il lui manque de l'énergie, c'est de mettre en place les bonnes ressources pour la retrouver. Il y en a, c'est de se recharger les batteries en se mettant au vert. Il y en a, c'est d'aller voir les autres. On a chacun nos petits, et d'ailleurs nos petites astuces qui changent dans le temps, ou en Ouais. fonction de la météo, en fonction du contexte. Le contexte, très important, je le redis. Mais en tout cas, il n'y a pas de mais d'ailleurs, c'est important de l'avoir, de se trouver ces moments de reconquête d'énergie. Voilà, moi j'en ai plusieurs. La sieste, c'est hyper important On pour sent moi. le mec qui aime dormir en face de moi. Ah, Théo, la marmotte de chenille, je devais une marmotte. Voilà. Non, il y a effectivement la sieste, l'entourage, le fait aussi de bien compartimenter. Je travaille pas les week-ends. Enfin, je fais des travaux, quoi. Différent. Ou j'écris aucun. Mais voilà, Ouais. on a chacun notre manière de faire. Le sport, c'est une super source Alors, quand on s'y remet, au début, c'est dur. Mais après, c'est incroyable. Ouais. Donc voilà, il y a plein de stratégies. Il y a la lecture aussi. Ouais. Alors, aller sur son feed Insta, ça marche pas trop. Non. Breaking news. Non, ça, c'est plutôt, ça vous fatigue. Non, mais voilà, lire, découvrir des nouvelles choses, jouer de la musique. On a chacun notre petite astuce et ça peut changer. Donc, trouvez-la, trouvons-le, partageons. Avant de terminer, j'ai quelques questions pour toi. La première, c'est, on a beaucoup parlé de ton début de parcours et puis ensuite la trajectoire d'éclosion. Ma question, c'est, mais aujourd'hui, du coup, t'en es où? Je vais vous parler d'un exemple qui m'est arrivé récemment. Vas-y. Où je suis ultra fier. Ultra fier parce que j'ai l'idée le process de A à Z. Je suis arrivé avec un prospect, dont je tairai le nom, Ok. qui a pris rendez-vous, ça faisait mais littéralement 2 ans que j'essayais de parler à la bonne personne. Là, je parle au chef. Voilà. Un vendredi à 16h. C'est important que vous voyez vendredi 16h, d'accord? Je crois qu'on voit tous ce rendez-vous. Se dire, putain, mais qui a vendredi à 16h à prendre une décision, quoi, genre... Et pourtant, directeur du service client. Monde. Une grosse boîte. Et je savais du coup, à travers les différentes discussions, qu'ils étaient déjà en discussion avec un concurrent. Donc là, on rajoute de l'info. Le suspense. Voilà. Et je lui dis à mon interlocuteur, donnons-lui un prénom, appelons-le Michel. Michel, pourquoi je suis là aujourd'hui? Je sais que déjà que tu es en discussion avec les concurrents. Pourquoi tu te fais perdre du temps? Pourquoi t'as pas déjà signé avec eux? Ça fait 6 mois que tu discutes avec eux. Moi, ça fait 2 ans que j'essaie de te parler. Pourquoi maintenant? Genre, ça sert à rien qu'on parle de mon produit si tu m'expliques pas pourquoi t'as pas acheté. Il m'a expliqué. Je lui ai montré mon produit. Enfin, d'abord, même pas. Je lui ai d'abord dit, mais attends, mais je lui ai montré que je pouvais l'aider, que j'avais compris pourquoi il avait pas acheté. Donc, la posture d'expert. Et après, j'ai dit, attends. C'est simple. Lundi, vous devez signer avec les concurrents. On n'a même pas parlé de ça encore. Hein. Voilà, moi, ce que je te propose comme alternative technique. Mais la technique, c'est qu'un moyen. Ce dont tu as besoin, c'est vraiment ça. Donc là, je lui explique là où il veut aller, en fait. D'un point de vue résultat, KPI, genre temps de traitement, temps de réduction. Voilà ce qu'il te faut. Il me regarde, il fait bon, je suis embêté. On devait signer lundi, mais je crois que tu es en train de réussir à me convaincre. Est-ce que lundi, donc on est vendredi 16h, est-ce que lundi à 10h, on peut se faire une démo avec les équipes opérationnelles pour que tu leur montres qu'elles valident? Parce que effectivement, ce que tu proposes, ça a l'air incroyable et j'y crois, quoi.
J'ai fait, bah, c'est lundi quand même. Bon, allez, vas-y. Mais si je le fais, moi, je prends de l'énergie, du temps. Je veux que tu me dises que t'es sérieux, quoi. Je veux pas que tu me promettes de signer, mais ça sert à rien qu'on aille faire perdre du temps à toi et tes équipes et surtout à moi, parce que mon temps a la valeur. Donc là, j'avais les balls, parce que je me dis, j'ai rien à perdre, de toute façon. Vas-y, go. Ouais, t'étais en mindset Ouais, donc all lundi, in. voilà, le lundi, 10h, rendez-vous. Alors là, je sors le grand jeu. Je sors le grand jeu dans le sens où je parle même pas du produit, je parle de pourquoi jusque-là ça a pas marché chez eux. Donc vraiment que je les comprends, quoi. Dialogue d'experts, je valide après, je les qualifie. Donc j'ai fait le process de vente en 30 minutes, en 40 minutes. Donc je les challenge, je les qualifie, je leur fais la démo. Et à la fin, je leur dis, OK, vous étiez censé signer à 11h avec les clients, là. Moi, ce que je vous dis, c'est que si on commence, vous voulez commencer en 2024, donc c'est dans 1 mois et demi. Si on commence la semaine prochaine, tout le procurement et tout, le 1er janvier, on est live. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas en retard, là. On est juste bien. C'est juste que votre choix, par contre, il faut le faire maintenant. Donc vous avez jusqu'à vendredi pour faire un choix. Le lendemain, je faisais un follow-up en leur disant, alors c'est en anglais, mais bon, merci d'avoir été transparent. 2024, c'est demain. D'un point de vue agenda, on est en ligne si on commence très vite. Et d'un point de vue opportunité, on arrive milieu Q4. Moi, j'ai des objectifs sales. Je pourrais faire à 1 ou 2 clients une offre qu'ils pourront pas refuser. Ça pourrait être vous. Mais il faut que vous montriez que ça vous intéresse. En tout cas, si vous demandez à vos trips ce qu'elles en disent, et si vous voulez savoir si on est des bons partenaires, appelez-moi et on en discute. L'après-midi, il m'appelait pour me dire, ah, c'est bon, on a dit à vos concurrents que finalement on n'irait pas avec eux. On commence. Et là, je vous parle de volumes de données qui sont énormes, hein. Je parle pas d'un petit projet, je parle d'une boîte multinationale. Et en volume d'euros, ça représente à peu près. Ça représente pas tant que ça sur ce premier périmètre. Mais beaucoup de potentiel. C'est entre 2 à 10K par mois. C'est quand même pas mal. Parce Bah, que tes paniers moyens au départ, quand t'es arrivé, c'était pas ça. Ah, c'était plutôt 500 €. Donc, si Non, vous mais faites parce que c'est intéressant de voir cette trajectoire, en effet, Ouais. jusqu'où ça t'a mené, tout ce process de vente, de creuser la valeur et tout. Certainement augmentation des paniers moyens, aussi du nombre de clients, je suppose, de Ouais. ton MRR, de tout ça. T'as Ouais. dû faire des multiples, quoi. Ah ouais, par rapport au début, j'ai dû faire fois 5, fois 10 parfois mon MRR, quoi. Ouais. C'est fun. Mais du coup, pour finir avec ce prospect qui, du coup, est un client, là, on est en processus de procurement de data, parce que quand même si le métier est OK, que le budget est validé, que tout est bon, il faut quand même, avant de lancer, pouvoir régler quelques petits soucis de sécu, qui ne sont qu'une formalité, évidemment. Au final, dans ma vente, j'ai pas baissé mes prix. Et j'ai bien vendu. Allez. Le jingle des applaudissements, tu le mérites, tu le mérites. Mais non, mais vraiment, et du début J'avais très fière de toi. merci, mais vraiment, moi aussi, mais du début à la fin, on a mené cette vente, on était outsider, on allait perdre, et au final, on a cassé la baraque, quoi. Alors, on a le produit, on a l'expérience, on a l'expertise, mais pour la première fois depuis le début, je me suis dit, je suis capable de gagner face à un concurrent qui a déjà fait tout le process, où ils sont prêts à signer. C'est que franchement, là, on touche un truc, mais sur la fin d'année, et c'est comme ça, là, avec plein de boîtes. Donc, c'est vraiment le bon moment. Et ça, j'aurais été incapable de le faire il y a 2 ans. Oh. J'avais des questions pour terminer, mais en fait, non. Ça va trop gâcher ce beau moment. Non, c'est vrai. Donc, merci Théobald. C'est vraiment un témoignage précieux. Est-ce qu'il y a une chose que tu veux dire avant qu'on wrap up? C'est-à-dire qu'on termine? Bon, je crois que j'ai déjà dit beaucoup de trucs, quoi. Mais du coup, merci Ange. Oh, et ben, ça sera le mot de la fin. Merci Théobald. Clap de fin pour cette émission. Et avant de te retrouver dans le prochain Radio Jab, j'ai un truc à te demander. Tu vas partager cet épisode avec 2 personnes. La première, parce que tu penses que ça peut l'aider. La deuxième, parce que tu penses qu'on devrait la recruter. Chez Jab, on est tout le temps à la recherche de nouveaux talents. Alors si tu connais quelqu'un qui veut travailler dans un environnement aussi stimulant et exigeant que le BCG, mais avec le swag de Nike et de Travis Scott, tu nous l'envoies. Quand t'as fini tout ça, tu nous mets 5 étoiles sur Apple Podcast, et moi je te dis à la prochaine sur Radio Jab.